Elisa Briglia et Giuliano Milani, bonjour, merci d'être avec nous pour cet entretien qui fait partie d'une série proposée par l'ambassade d'Italie en France à l'occasion du 7e centenaire de la mort de Dante Alighieri, une série d'entretiens intitulée Dante Alighieri, itinéraire autour d'un poète. Elisa Brilli, je rappelle que vous enseignez la littérature italienne médiévale à l'Université de Toronto, au Canada, et Giuliano Milani, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université Gustave Eiffel Paris-Est à Paris. Tous les deux, vous avez écrit plusieurs livres, notamment sur Dante, et ensemble, vous venez de publier aux éditions Fayard une nouvelle biographie intitulée Dante, des vies nouvelles. Et ma première question sera justement à partir de ce titre, Elisa Brilli, pour quelles raisons vous avez choisi cette expression des vies nouvelles? Oui, en effet, ce sous-titre, c'est un clin d'œil au titre que Dante, comme vous le savez, a donné à son premier ouvrage. Donc, La vie nouvelle, justement. Un livre qui était révolutionnaire pour son époque et dans lequel, parmi d'autres choses, il réordonne et aussi essaie de donner un nouveau sens à celui à ce qu'il avait fait, il avait vécu jusqu'à ce moment-là de sa vie. Or, de décliner ce titre au pluriel, c'était pour nous une manière de suggérer déjà au lecteur que si c'est bien par cette vita nuova, par cette vie nouvelle que Dante effectue cette opération pour la première fois, eh bien, ceci n'est pas du tout la dernière fois. Dans ses ouvrages postérieurs, par exemple Le Banquet ou encore la Comédie, Dante va offrir d'autres réécritures de cette première version de la vie. Donc, ceci est une première raison de ces sous-titres. Par ailleurs, c'est pluriel, vie nouvelle, fait aussi allusion au fait que lorsqu'on s'intéresse à la vie des Dante, on se trouve face au moins à deux histoires différentes. D'un côté, c'est que nous pouvons reconstruire d'après les documents, qui sont en effet très pauvres dans son cas par rapport à d'autres Florentins à la même époque, et c'est la revanche très riche que l'on peut tirer de la lecture de ces textes. Donc, notre livre, c'est un peu le pari pour la première fois de séparer ces deux histoires, celle des documents et celle des récits des soi, et de les mettre en dialogue pour mieux comprendre et l'une et l'autre. Et justement, Giuliano Milani, comment faire la part de choses entre la vérité historique et la légende? Parce qu'aujourd'hui, dans notre image de la vie des Dante, il y a aussi beaucoup de légendes. Comment séparer les deux et comment justement utiliser à la fois les aspects autobiographiques que Dante a insérés dans ses œuvres? Disons que si on entend les légendes comme des épisodes totalement inventés, à l'exception d'un nombre plutôt limité de faits, par exemple, l'idée qu'il a commencé à écrire la comédie à Florence et de certains textes qui parfois ne sont pas lui attribués, les chercheurs sont plutôt d'accord entre eux sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Si au contraire, on considère les légendes comme des faits historiques qui ont été transformés, élaborés, amplifiés, le discours se complique. Surtout quand c'est Dante même qui les a transformés, ces événements. Quand Dante, par exemple, nuance certains épisodes de son passé, comme son engagement politique à Florence, où il dramatise des autres épisodes, comme son éloignement des autres bannis florentins après son bannissement, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles il le fait. C'est d'ailleurs une sorte de principe de la critique historique quand les historiens considèrent la possibilité qu'un certain document, un certain fait est faux, il faut comprendre les raisons de la falsification, pourquoi ce faux a été fabriqué. Dans le même esprit, nous avons essayé de comprendre les raisons qui étaient à la base de ces différents choix, nuances autobiographiques de Dante, et nous sommes parvenus à l'idée que ces raisons laissent émerger cette série de récits de soi que Dante produit tout le long de sa vie. Justement, vous êtes les biographes, vous avez reconstitué la vie de Dante. Est-ce qu'on peut dire quelque chose autour de ses origines sociales et de son contexte et du contexte
politique, historique dans lesquels il a évolué, surtout dans la première partie de sa vie, c'est-à-dire quand il était à Florence à la fin du XIIIe siècle. Oui, les chercheurs discutent encore beaucoup autour des origines sociales des Dante. Ils se posent la question s'il était noble ou pas. Disons qu'ils considèrent plus rarement le fait assuré par les historiens que précisément à l'époque de la jeunesse de Dante, la noblesse même des villes italiennes change. La chevalerie traditionnelle qui avait dominé les villes italiennes longtemps, pour des siècles, commence à être accompagnée et après un peu dépassée par un nouveau groupe social qui devient de plus en plus important, c'est-à-dire les membres des corporations les plus riches, changeurs, banquiers, notaires, juges, entrepreneurs, commerçants, qui commencent, comme je le disais, à dépasser la chevalerie. La famille de Dante appartient à ce groupe et en partage certains codes culturels. Tout d'abord, la confiance dans la pratique de l'écriture. Tous ces professionnels écrivent pour vivre et aussi pour s'amuser. Ils écrivent des contrats, des comptabilités, des lettres, mais aussi des traductions du latin, du français, des traités moraux et bien sûr des poèmes. De ce point de vue, le milieu social de Dante explique d'une certaine manière les débuts de son activité littéraire. Et en particulier, dans votre biographie, vous soulignez, Elisa Brilli, que pour Dante, l'activité d'écriture, l'activité littéraire, disons, n'était pas une activité secondaire, mais ça devient une activité principale. Et ça, c'est une grande nouveauté, comme si Dante arrivait à créer un nouveau statut littéraire, un nouveau statut social et littéraire à la fois. Oui, oui, tout à fait. C'est une question qui nous a beaucoup passionnés. Je répondrai en partant de ce que Giuliano venait de dire, hein, et qui fait que justement dans un rapport ambivalent à son contexte, au statut de l'écriture et de l'écrit dans la société de son temps. Et donc, d'un côté, comme plusieurs l'ont dit, c'est une époque celle-ci à laquelle on assiste, notamment dans une ville comme Florence, à une véritable révolution pour ce qui est de l'écrit. Donc, on commence à mettre à l'écrit finalement tous ceux qui touchent à toute sphère de la vie collective. Et ces phénomènes, évidemment, se connectent avec l'augmentation du niveau d'alphabétisation ou encore à l'importance qu'on donne à la poésie comme activité secondaire, comme, disons, forme de divertissement. De l'autre côté, par rapport à ses contemporains, Dante présente une différence qui est importante, capitale même. S'il écrit, et beaucoup depuis son adolescence, une grande quantité de poèmes, il manque par ailleurs d'un statut professionnel certain, ce qui fait que l'écriture devient chez lui une activité à part entière. Et là, c'est la véritable exception de Dante. Donc, il s'agit de deux éléments fort importants pour comprendre, pour essayer d'expliquer comment Dante est devenu Dante. Ne pas avoir une profession signifie, par exemple, ne pas être soumis à aucune des contraintes qui vont avec un parcours professionnel et donc être très libre dans la façon de s'apprivoiser aux stimuli culturels de l'époque et par ailleurs considérer l'écriture comme une activité à part entière, détachée de toute implication pratique immédiate. Eh bien, cela signifie s'approcher d'une idée de ce qui est un auteur qui marquera les intellectuels des siècles suivants. Donc là, Dante marque effectivement un vrai tournant historique. Giuliano Milani, Dante a beaucoup participé à la vie politique de sa ville, à Florence, à la fin du XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette activité? Est-ce qu'elle a été fondamentale pour lui? Est-ce qu'il a eu un rôle, il a joué un rôle vraiment important ou pas? Disons que le système politique des communes italiennes à son époque était plus ouvert par rapport au système politique que nous connaissons, nous, dans notre temps. C'est-à-dire c'était plus facile de participer directement à la politique. Et Dante, comme la plupart des citoyens de son milieu social,
suivre cette tendance, il participe au conseil et prend la parole dans les assemblées, les conseils de sa ville. Apparemment, son rôle commence, disons, un peu en sourdine dans les conseils plus larges, plus participatifs, mais après devient de plus en plus important. C'est les signes que, évidemment, les gens qui sont plus impliqués dans la politique le considèrent quelqu'un de fiable, quelqu'un qui peut bien représenter les intérêts. Et de son côté, Dante suit les intérêts des groupes qui le cooptent dans cette activité et les soutient jusqu'à la fin de son expérience qui se termine avec le bannissement qui est dû sans doute à son expérience politique et qui donc, dans ce sens, marque en profondeur sa vie parce que l'éloigne d'une ville, le force à se confronter avec des lieux, mais aussi des publics et des scénarios politiques et littéraires différents. Est-ce qu'on peut dire quelque chose des Guelfi et des Ghibellini? Peut-être que pour un public français n'est pas évident, mais c'est quand même important parce que ça détermine effectivement l'engagement politique de Dante. Oui, disons que les Guelfs et les Gibellins étaient les partis qui avaient joué le rôle principal pour les appartenances dans les communes jusqu'à la génération avant Dante et la génération de son père, disons. À l'époque où Dante devient adulte et donc il participe à la politique, ce terme sont encore présents dans les sources, mais les appartenances deviennent beaucoup plus nuancées. Il devient de plus en plus difficile de comprendre qui est Guelf, qui est Gibelin. Et donc, Dante se retrouve dans ce moment de passage où les choses ne sont pas claires, beaucoup moins claires que l'on l'a soupçonné. Et c'est peut-être aussi à cause de cette phase de passage que par exemple, il peut interpréter de manière différente des exigences politiques que ses copains ou ses ennemis interprètent d'une autre manière. Et d'ailleurs, pendant la période de son exil, ses positions politiques connaissent une évolution très nette. Oui, mais pas seulement ses positions politiques, parce que au cours des années où il reste en exil, tout change dans la politique italienne. En gros, si quand il sort de Florence et quand il est banni de Florence, le système qui domine sans trop de contraste est le système, disons, guelfe, qui a Florence comme point de référence et ses alliés, ce système commence à craqueler dans les années suivantes quand, pour la première fois après beaucoup de temps, un empereur décide ou un futur empereur décide de descendre en Italie et donc de se faire couronner empereur. C'est Henri VII. Tout cela change beaucoup la scène politique parce que Florence commence à n'être plus une puissance qui n'a pas de contraste. Et donc, les choses changent pour tous, pas seulement pour Dante. Et Elisa Brilli, comment les expériences politiques, comment l'expérience de l'exil se répercute dans l'activité littéraire? Comment toutes ces expériences alimentent son travail d'écrivain? C'est une question fondamentale dont je me suis occupée pendant longtemps. On peut essayer de répondre à des différents niveaux. Mais tout d'abord, pour ce qui est de la façon que Dante a de se concevoir et de se représenter, il faut dire sans doute que les bannissements va transformer de façon radicale la perspective qu'il a. Tout d'abord, c'est des accusations qui l'ont frappé et ces nouvelles conditions de vie qui sont très difficiles les forcent à démontrer son innocence, à essayer d'exalter ses mérites qui, comme je le disais, sont des mérites surtout littéraires. Hein. C'est ce qu'il avait fait de plus important jusqu'à ce moment-là.
Et donc, de cette façon-là, Dante va créer un discours qui est profondément nouveau dans la mesure où ce thème de l'île, du bannissement, n'avait jamais été traité avec les mêmes détails dans la littérature avant lui. Et en même temps, pour ce faire, Dante pioche dans sa bibliothèque antérieure, dans l'ensemble de ses lectures, certains qu'il connaît fort bien depuis sa jeunesse. Il s'agit par exemple d'Augustin ou encore de Boès. Et aussi va réemployer des dispositifs littéraires qui, en fait, il connaît, il met en place depuis sa première production lyrique quand il était plus jeune à Florence. J'en mentionne quelqu'un, il réordonne ses poèmes, il va les sélectionner, il va les commenter en leur donnant un nouveau sens et une nouvelle signification, par exemple dans les banquets, dans les convives, mais aussi, et ça c'est peut-être les points les plus importants, il va se mettre en scène lui-même. Il va faire de soi-même le sujet, le principal de son récit, et en même temps, ce faisant, il va façonner les publics qui va les lire. Et ces publics, bien évidemment, c'est encore nous. Et puis, il y a un autre niveau, et c'est le niveau, si vous voulez, de l'information. La comédie est remplie de références à l'histoire contemporaine ou récente qui tire justement de sa propre expérience politique. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la circulation de ces œuvres dès son vivant? C'est-à-dire, est-ce que ses contemporains ont saisit immédiatement l'importance de son travail? Est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui d'un succès de la comédie de son vivant ou il faudra attendre seulement beaucoup plus tard pour que soit reconnu à son juste niveau? C'est un succès immédiat. Donc, dans le cas de la comédie, on a des traces de réception qui datent presque du moment même où Dante va terminer, puis c'est difficile de savoir dans quelle forme, chaque cantique, donc chacun des 3 volets qui composent la comédie, Enfer, Purgatoire, Paradis. Pour l'Enfer, on a des traces qui datent de 1314. Pour le Purgatoire, on sait que Simone Martini recopie sur les fresques qu'il est en train de réaliser à Sienne de lignes de vers qui sont évidemment inspirées du Purgatoire, qui donc à ce moment-là circulent. Pour ce qui est du Paradis, il faut attendre suite après la mort des Dantes, donc 1321 ou plus probablement 1322, quand son fils Jacob va mettre au point une version des l'œuvre, donc de l'ensemble de la comédie. Et en même temps, on a des traces immédiates des gens qui apprécient les poèmes. Or, cela ne veut pas dire que c'est un succès continu et durable, puisque bientôt, les polémiques vont ravager, notamment pour ce qui est des choix linguistiques de Dante. Cela avait déjà commencé dès son vivant. Il y avait des intellectuels qui lui reprochaient d'avoir choisi une langue tellement horrible que le vernaculaire pour composer son poème. Et donc, évidemment, avec l'humanisme latin, ça deviendra plus compliqué. Giuliano Milani, la Divine Comédie a été souvent considérée un monument ou par d'autres commentateurs un document. Vous proposez l'idée d'un testament. Pourquoi? Il s'agit de 3 manières différentes de mettre en relation cet ouvrage avec l'histoire. La considérer comme un monument signifie l'approcher comme quelque chose qui est, depuis le début, pensé pour dépasser l'histoire avec une conséquence pour les chercheurs, c'est-à-dire que connaître la vie de son auteur ou l'histoire de son temps s'avère bien sûr intéressant, mais n'est pas indispensable. Nous pouvons admirer des monuments comme, je sais pas, la Sainte-Chapelle, même si nous ne savons rien de la vie des artistes qui les ont réalisés. Considérer la comédie comme un document, comme plusieurs chercheurs ont essayé de faire récemment, renverse cette perspective. Et le poème a été envisagé comme un instant book qui réfléchit presque sans filtre les préoccupations politiques de leur auteur au fur et à mesure de leur changement. Ce qui nous laisse peu satisfaits avec ces 2 perspectives, c'est leur exclusivité mutuelle. Le fait que soit on
on se met d'un côté, soit dans l'autre. Pour cette raison, nous proposons de voir la comédie plutôt comme un testament, un acte tout à fait volontaire qui a l'ambition de survivre à son auteur, comme n'importe quel testament, et d'offrir un point de vue surplombant sur l'histoire, mais qui en même temps vise à intervenir dans l'histoire, à la modifier, et qui peut être aussi réajusté, comme on fait avec les testaments, réorienté en fonction des circonstances et de leurs changements. Pour terminer cet entretien, je voudrais vous demander à tous les deux un conseil de lecture pour le public français qui n'a pas encore lu, disons, toute l'œuvre de Dante. Si c'est moi, donc, je propose, pour avoir une idée un peu différente de Dante, on pourrait partir des sonnets infamants qu'il échange avec son voisin Forese Donati dans ces dernières années de sa jeunesse florentine. Ici, ce poète, qu'on pense à l'époque de la Vie Nouvelle comme le chanteur d'un amour désencharné et angélique, comme on dit, se montre sous un jour complètement différent. Il n'hésite pas à qualifier son interlocuteur d'impuissant, de glouton, de se prendre à sa femme, à sa mère, tout en utilisant des rimes blasphèmes. Et pour comprendre en même temps comme même cette expérience juvénile qui a embarrassé plus d'un lecteur de Dante n'échappe pas à la réélaboration suivante, on peut lire les chants 23 et 24 du Purgatoire qui circulent une vingtaine d'années après, où il raconte d'avoir rencontré les mêmes personnages, Forese, après sa mort, qui purgeait ses péchés avant d'être destiné au salut éternel. Comparer ces deux images, c'est un bon exercice pour réfléchir sur le fait que ce n'est pas le cas de figer Dante dans une seule vie. Elisa? Oui, je vais rebondir sur ce que Giuliano vient de dire et aussi je vais aussi peut-être apporter un peu mon expérience. Je m'occupe de Dante, de la comédie depuis à peu près 15 ans. Donc on pourrait croire que je suis très à l'aise avec ces œuvres, ce qui n'est pas faux. Mais pour écrire ces livres, je me suis forcée à réétudier à nouveau les rimes, et notamment ces poèmes des jeunesses. Et voilà, ça a été foudroyant, dans le sens où on trouve dans ces textes-là, qui sont à l'apparence très, très simples, qui sont souvent décrits comme des formes de poésie courtoise, une série d'innovations, une série d'hybridations, d'ouverture sur des discours autres, et aussi d'inventions qui sont celles que en fait Dante va développer par la suite et qui vont donner lieu sur la durée, avec beaucoup d'autres stimulations évidemment, à un poème comme la Comédie. Donc voilà, ma suggestion pour qui va nous entendre, c'est d'essayer de répartir du tout début. De lire par exemple un petit sonnet comme A ciascuna alma, que Dante lui-même va présenter comme son début littéraire, et s'interroger sur ce qu'il arrive à produire dans un sonnet à l'apparence aussi simple, pour se présenter lui-même comme un poète et se faire accepter par ses compagnons poètes à Florence. Eh bien, Elisa Brilli et Giuliano Milani, je vous remercie. Merci pour cet entretien. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions Fayard une nouvelle biographie de Dante Alighieri intitulée Dante de vie nouvelle. Et je rappelle également que cet entretien fait partie d'une série proposée par l'ambassade d'Italie en France intitulée Dante Alighieri, itinéraire autour d'un poète. Merci beaucoup. Arrivederci. Au revoir.